Le 19 avril 1989, l'USS Iowa, vétéran du plus grand conflit de l'histoire de l'humanité, a vécu un événement sans précédent lors d'un exercice militaire dans les Caraïbes. L'une de ses tourelles, sans aucun avertissement, a simplement explosé, mettant ainsi fin à la vie de 47 marins. Cet événement est aujourd'hui commémoré comme la tragédie de l'USS Iowa. Mais pourquoi un navire qui avait été en service pendant des décennies a-t-il simplement échoué? Était-ce la faute des personnes impliquées? Et pourquoi pensait-on que la cause était la sexualité de l'un des artilleurs? Pour comprendre la raison d'un événement aussi terrible, nous devons examiner certaines décisions cruciales qui ont été prises lors du développement du navire. L'Iowa voit le jour à la fin des années 30, à une époque où l'Empire du Japon régnait sur l'Est et le Sud-Ouest de l'Asie. Les États-Unis prévoyaient une guerre avec le Japon depuis 1890 et s'y préparaient depuis 1929 avec les fameux plans Orange. Cependant, en 60 ans, la guerre n'a jamais semblé aussi imminente qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains commenceraient à construire des cuirassés, avec des caractéristiques spécifiques pour affronter le Japon à la fin des années 30, la classe Iowa avait une vitesse de pointe de 33 nœuds en charge. Les tourelles, bien qu'elles n'étaient pas les plus puissantes de l'époque, étaient plus que suffisantes pour vaincre n'importe quel navire. Chaque Iowa était équipé de 9 canons navals de 16 pouces répartis dans 3 tourelles, chaque canon pouvant tirer de façon indépendante. Bien sûr, chaque tourelle pouvait supporter des calibres grâce à son blindage. Si l'on regarde la taille des tourelles, elle est en fait supérieure à ce que l'on peut voir à l'œil nu. En effet, l'ensemble s'étendait sur plus de 5 étages au-dessous du pont du navire, la partie inférieure étant la soute et la partie supérieure la zone de chargement et de tir. Dans la partie inférieure, chaque conteneur de poudre est chargé et remonté par des monte-charges, tout comme l'obus. Pour recharger le canon, on l'aligne avec le berceau de chargement à 5 degrés d'élévation et on présente l'obus, qui est poussé par le bourroir. Ensuite viennent les charges de poudre, qui sont au nombre de 6 et doivent être introduites par groupe de 3. Par la suite, on ferme la culasse et on procède au tir. Curieusement, le bourroir n'était pas automatique, c'est l'opérateur qui devait l'actionner. Et pendant le processus, il fallait s'assurer de ne pas trop enfoncer les sachets de poudre, car s'ils étaient trop comprimés, il se produisait un overrun lors de la détonation des sachets trop pressés. La pression dans un espace plus restreint pouvait faire céder le canon de façon violente, c'était donc un processus de précision. Souvenez-vous de cette procédure car elle sera extrêmement importante plus tard. L'Iowa, en particulier, n'a pris que 2 ans à être construit et a été lancé le 27 août 1942. Il a participé à d'innombrables batailles dans l'Atlantique et dans le Pacifique, se distinguant notamment lors de la reddition du Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, l'USS Iowa a participé à la guerre de Corée, détruisant des postes logistiques et des positions défensives. Depuis le large, jusqu'à ce qu'à la fin de ce conflit, il soit mis en réserve et, en gros, ne serve plus qu'à des entraînements et des exercices militaires de l'OTAN, et cela a duré pendant 30 ans. Comme il n'a jamais cessé d'être utilisé, son entretien était effectué sans faute et il n'y a eu aucun incident avant la tragédie de 1980. Cette année-là, en raison de l'essor de la marine soviétique, les États-Unis ont décidé de redonner vie à leurs cuirassés de la classe Iowa. 4 d'entre eux, dont l'USS Iowa, ont été modernisés avec des missiles anti-aériens, des missiles de croisière Tomahawk, des missiles anti-navires Harpoon, ainsi que des systèmes anti-aériens modernes. Toute l'électronique du navire a été mise à niveau pour utiliser des radars et une technologie de pointe. En 1986, il a subi une grande révision et une expertise après sa modernisation, donnant des résultats vraiment décourageants. Le navire fuyait du liquide hydraulique partout à l'intérieur des tourelles, et il avait aussi de graves problèmes avec les moteurs. Cependant, au lieu de renoncer, la marine américaine a décidé de mettre en service l'USS Iowa malgré tout et de réparer les défaillances pendant le service. En mai 1988, le capitaine Brett Moussali prend le commandement de l'Iowa. Selon les enquêtes, avant la catastrophe,
Moussaly a annulé des réparations vitales sur les tourelles pour un montant de 111,4 millions de dollars afin de détourner ce capital vers des réparations de la centrale électrique qu'il jugeait plus vitale. Lors des exercices militaires ultérieurs, entre mai 1988 et le jour de la catastrophe, Moussaly, conscient de l'état des tourelles, ordonnerait d'utiliser avec modération les canons de l'Iowa, sachant qu'ils présentaient de nombreuses défaillances connues et qu'il était dangereux de les utiliser. Le 13 avril 1989, le navire quitterait Porto Rico pour un autre exercice de routine, sans savoir que ce serait l'un des jours les plus fatidiques de la marine américaine. L'exercice a été nommé Fleetech 289 et s'est déroulé à 330 milles au nord-ouest de Porto Rico. Le temps était clair et c'était une belle journée pour faire feu avec l'artillerie. L'exercice d'artillerie était prévu pour le 19 avril, donc le 18, tous les équipages des tourelles préparaient leurs canons pour l'exercice. Une partie de la procédure consistait à nettoyer les canons avec de l'air comprimé, un processus pour lequel chaque canon dispose d'un système individuel. Malheureusement, le système d'air comprimé du canon de la tourelle 2 ne fonctionnait pas. C'était un problème car la tourelle 2 était destinée à participer à une expérience de tir visant à améliorer l'efficacité des canons. Pendant ce temps, l'officier de tourelle Michael Skelly et l'officier de contrôle de tir, le lieutenant Leo Waltz, allaient rencontrer plusieurs responsables du navire pour établir les détails de l'exercice. Lors de cette réunion, l'expérience mentionnée précédemment serait annoncée. Et curieusement, Moussaly n'assisterait pas à cette réunion. En théorie, cette expérience ferait de l'Iowa le navire doté des canons les plus puissants de toute la flotte, en tirant des projectiles de plus grande puissance. Il voulait utiliser la poudre D846, une poudre plus puissante datant de la Seconde Guerre mondiale. La poudre ne pouvait pas être utilisée avec des projectiles lourds de 2700 livres car cela provoquait une surcharge. Cañón y podía hacerlo estallar. En fait, les paquets de poudre disaient exactement cela, ne pas utiliser avec des projectiles de 2700 livres. La solution à laquelle ils sont arrivés a été d'utiliser un projectile spécial de 2700 livres qui causait moins de friction, dans l'espoir qu'il pourrait sortir plus facilement du canon. Et au lieu d'utiliser 6 charges de poudre, ils en ont utilisé 5, ce qui était extrêmement négligent, car ces tests ne pouvaient pas être effectués directement dans le canon, mais seulement en laboratoire. L'équipage, bien que formé, avait peu d'expérience sur le navire. Rappelons que ce navire datait de la Seconde Guerre mondiale et que les opérateurs expérimentés étaient déjà à la retraite depuis des décennies. Le matin du 19 avril 1989, l'Iowa était prêt à participer à l'exercice. Tous les canons étaient pointés vers tribord. La tourelle en a tiré ses projectiles à 9h33, le canon de gauche n'a pas tiré, mais il n'y a pas eu d'incident. À 9h35, l'ordre a été donné pour que la tourelle 2 tire une salve de canon libre. Le chef de pièce, Richard Lawrence, a signalé que le canon central avait une défaillance. Peu après, par l'interphone, on a entendu Lawrence crier « La poudre brûle ». Quelques secondes plus tard, le canon a simplement explosé. Une énorme boule de feu de 1600 degrés a jailli du centre de la tourelle. Tout le feu s'est propagé dans les 3 salles d'armes. L'explosion a touché 47 membres d'équipage. Tous sont décédés, tandis que 12 hommes plus chanceux qui se trouvaient dans le soute à poudre ont réussi à s'échapper avec des blessures minimes grâce aux portes blindées du navire qui les ont protégés. Le feu était monstrueux. Les équipes de lutte contre l'incendie ne se sont pas retenues et ont aspergé toute la tourelle et ses compartiments avec toute l'eau qu'elles pouvaient. Les dégâts étaient totaux et de justesse, le navire a failli couler. Les corps ont été récupérés et remis le 24 avril. Beaucoup n'ont pas été correctement identifiés, si bien que de nombreuses familles ont enterré des corps qui n'étaient pas ceux de leurs proches. Le capitaine de l'Iowa a déclaré que la marine lui avait fourni un équipage de toxicomanes, marginaux et marins de bas étage. D'après un rapport, les plaintes du capitaine ont été transmises au bureau chargé d'enquêter sur l'explosion de la tourelle en avril dernier. L'enquête a immédiatement commencé ce même jour.
Et bon, on parle des États-Unis. Donc, au début, l'enquête était un peu absurde. L'enquête a été confiée à une équipe d'enquête de la marine dirigée par le Teodoro Richard D. Milligan. Interrogaron a todos los tripulantes de interés después de semanas. Interrogatoire, tous les témoignages pointaient vers l'expérience dangereuse de la marine. Mais les enquêteurs étaient convaincus que l'explosion avait été un acte délibéré. Ils se sont concentrés sur le marin Clayton Hardwick, chargé de superviser le fonctionnement du canon central. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Hardwick était un homme instable qui avait placé un dispositif d'allumage électronique entre les sacs de poudre pour se suicider et tuer ses camarades afin de dissimuler son homosexualité apparente. Après une prétendue relation sentimentale ratée avec un autre marin, Kendall Truitt, par la suite, l'enquête a été confiée au NIST qui, pendant des mois, a interrogé de manière menaçante la famille de Truitt et Hardwick pour qu'ils avouent leur prétendue orientation sexuelle et l'utiliser comme preuve définitive. De plus, ils ont truqué une enquête médico-légale pour qu'elle conclue qu'un explosif artisanal avait été utilisé. Cette théorie a été divulguée et les médias ne tardèrent pas à la diffuser. Le 11 août 1989, à peine 3 mois et demi après l'incident de la marine, l'Iowa a été remis en service et l'utilisation de ces canons a été approuvée. Tout cela a provoqué beaucoup d'indignation aussi bien chez les membres d'équipage de l'Iowa que chez les familles des marins tombés. Tout cela parce que selon l'enquête de la marine américaine, il n'y avait aucun problème avec les canons et tout a été causé por problemas de la marine américaine. Il y avait les sénateurs Howard Metzetbaum et John Glenn, motivés par le mécontentement populaire et préoccupés par l'incroyable conclusion de la marine. Ils ont organisé une réunion pour contester l'enquête du Nice. Le laboratoire Sandia a été chargé d'étudier à nouveau l'affaire, et cette fois scientifiquement, ce qui a donné des résultats impressionnants. Il a été découvert que l'explosion n'était possible qu'en cas d'enfoncement excessif des charges de poudre. Apparemment, les sacs de poudre ont été poussés par le bourroir 3 pouces au-delà de ce que stipulaient les spécifications du canon, tassant beaucoup plus la poudre à l'intérieur de la chambre. Le laboratoire Sandia a déterminé que l'explosion n'était possible que de cette manière. Grâce à cette recherche scientifique, il a été déterminé que l'explosion n'était pas nécessairement due à un dispositif d'allumage artisanal, mais qu'elle pourrait être due à une mauvaise manipulation du canon. Un scénario qui semblait correspondre parfaitement à la situation de stress et de précipitation à laquelle l'équipage de la Tourelle 2 était soumis lors de l'exercice. Finalement, la marine a admis que son enquête était viciée. Mais de toute façon, il n'y avait aucun moyen de découvrir la cause exacte de l'explosion, laissant l'affaire sans conclusion précise. Et aucune personne n'a été condamnée pour les faits. Et peu de temps après, l'USS Iowa a été retirée du service définitivement, sa tourelle avant étant scellée pour qu'elle ne soit plus jamais utilisée. Et aujourd'hui, c'est un navire-musée à Los Angeles que tu peux visiter si un jour tu es dans cette ville. Si tu as aimé cette vidéo, tu seras peut-être intéressé par le cuirassé en béton américain. Merci d'avoir regardé celle-ci et au revoir.